Bonjour à tous et bienvenue dans notre Zoom, aujourd'hui en compagnie de Damien Leguet. Bonjour monsieur. Bonjour. Damien Leguet, vous êtes philosophe, vous enseignez l'éthique et surtout, nous allons en parler, vous êtes l'auteur de cet ouvrage, Quand l'euthanasie sera là, publié chez Salvator. Nous pourrons mettre la couverture de l'ouvrage en post-production. Damien Leguet, commençons un petit peu par définir les contours de notre sujet. C'est quoi l'euthanasie et quelle différence y a-t-il avec ce que l'on appelle les soins palliatifs que vous défendez, comme visiblement tous les gens de terrain aussi? Alors, si vous voulez, il faut repartir de la distinction fondamentale entre le laisser mourir et le faire mourir. Donc, les soins palliatifs, c'est un mouvement qui est né en France il y a une trentaine d'années et qui vise donc à accompagner les personnes en fin de vie, à leur donner une dignité ultime dans ces moments de souffrance, de difficulté, de troubles liés à la fin de vie. Ça, c'est la première chose. Et donc, l'idée des soins palliatifs, c'est d'accompagner jusqu'au bout quelqu'un qui est en train de mourir. Autre chose, d'une autre nature, est effectivement l'option de l'euthanasie qui consiste à donner la mort. Donner la mort, considérant que celle-ci a été demandée d'une façon ou d'une autre par la personne qui est là. On reviendra sur cette distinction d'une façon ou d'une autre. Donc, la grande distinction, si vous voulez, c'est que l'euthanasie ne s'inscrit pas, contrairement à ce qu'elle voudrait, dans la palette des soins. Elle n'est pas un soin médical. Voilà. Le soin médical vise à accompagner jusqu'au bout, à donner la vie autant que faire se peut, ou à lutter contre la mort autant que faire se peut, jusqu'au bout. Voilà. L'euthanasie, elle, a comme philosophie, comme option, de donner la mort. Voilà. Donc, restons pour l'instant, si vous voulez, à cette distinction simple entre Et le... également, vous dites que l'euthanasie a pour ambition de se placer au début du processus d'accompagnement. Alors, si vous voulez, l'euthanasie, alors au début, au milieu, à la fin, selon les cas, mais elle vise effectivement à se substituer à l'accompagnement, considérant que cet accompagnement-là n'aurait pas de raison d'être, si vous voulez. Ce que disent les personnes en soins palliatifs, qui accompagnent au jour le jour, qui sont notre valeur d'humanité, hein, ces personnes disent que quelque chose se passe dans ces moments-là qui n'est pas anticipé. Donc, un processus que l'on ignore soi-même advient quand la mort est imminente. Voilà. Et donc, quand on fait le choix de l'euthanasie, ou quand on pourrait faire le choix en France de l'euthanasie, à ce moment-là, d'une certaine façon, on n'entre pas, on ne veut pas entrer, on ne souhaite pas entrer dans ce processus-là. Voilà. Donc, ce que je dis, de façon simple, c'est que il y a incompatibilité, contrairement à ce que disent les personnes en Belgique ou dans d'autres pays qui ont fait ce choix-là, il y a incompatibilité entre les soins palliatifs d'une part et l'euthanasie. L'un et l'autre, et je prendrai juste un seul exemple ou une seule référence, c'est que notre ministre actuel de la Santé a clairement dit que introduire l'euthanasie dans les soins palliatifs, ce n'était pas une question de degré, c'est une question de nature. Voilà. Donc c'est une différence de nature. Monsieur Véran, de ce point de vue-là, a absolument raison. C'est une différence de nature. Pourquoi dites-vous, Damien Leguet, que le combat contre l'euthanasie est perdu d'avance en France? Alors, je le dis pour deux raisons. La première, c'est que depuis 15 ans maintenant, j'essaye, autant que faire se peut, dans les médias, en intervenant ici ou là, en faisant les tribunes, dans le Figaro ou ailleurs, j'essaye de lutter contre cette légalisation de l'euthanasie. Hein. On parle bien, dans mon livre, je parle bien d'interdire la légalisation de l'euthanasie. Bon. Et donc, nous avons vu que depuis le 8 avril 2021, il y a eu à l'Assemblée nationale une proposition portée par M. Falorni qui a été votée. Alors, n'a été voté que le premier article, donc
le premier article ne suffit pas à faire une loi, donc le processus pourrait recommencer à tout moment, et donc le deuxième article, troisième article, et puis être adopté. Et on a vu à ce moment-là, d'une part, qu'il y avait une large majorité des députés qui ont voté pour, qui soutenaient cette question de l'euthanasie, et on a vu aussi beaucoup de députés de droite qui étaient avant plutôt contre et qui se sont retrouvés par faiblesse, par lâcheté, par opportunisme, du côté de ceux qui soutenaient ce projet. Premièrement. Deuxièmement, on voit bien que dans les médias, la question de l'euthanasie, elle est portée facilement, à chaque fois, depuis 10 ans ou 15 ans, à chaque fois qu'il y a un cas particulier qui est monté en épingle par la DMD, ce cas particulier est relayé avec une complaisance. Damien Leguet, pourquoi cet engouement, justement, politique ou médiatique autour de l'euthanasie? Parce que si vous voulez, vu de loin, la question de l'euthanasie est relativement simple. Vous voyez, pourquoi souffrir? Pourquoi faudrait-il que l'on impose quoi que ce soit à des personnes qui sont en fin de vie et qui sont en train de souffrir? Pourquoi? Voilà. Donc si on vous dit qu'il y a le choix entre la liberté de ne pas souffrir et l'obligation de souffrir, bah, naturellement, nous allons tous du côté de la liberté, et je mets des guillemets, de ne pas souffrir. Donc quand on pose la question comme cela, et c'est comme ça que la question est posée, évidemment, forcément, tout le monde va de ce côté-ci. Quand on regarde de près, quand on enquête, quand on est, comme je le suis, du côté euh, régulièrement des personnels de soins palliatifs, quand on parle aux uns et aux autres, quand on sait ce qui se passe sur le terrain, on se rend bien compte que cette possibilité d'introduire de l'euthanasie viendrait perturber la totalité de l'offre, de l'accompagnement, des soins, de tout ce qui est fait du côté des soins palliatifs, du côté de la vie en train de s'achever. Donc on voit bien que quand on est tranquillement installé, comme vous l'êtes, comme je le suis, dans son fauteuil, et qu'on se pose la question de sa propre fin de vie, et on se demande si la souffrance est indispensable, évidemment, forcément, on répond par la négative. Quand effectivement on est confronté soi-même à cette situation-là, quand advient le moment où on est confronté à cette situation-là, et je le dis très posément, mais très fermement, comme tous ceux qui sont du côté des soins palliatifs le disent, à ce moment-là, celui que j'étais avant n'est pas ou n'est plus celui que je suis maintenant. Je suis une autre personne. Vous voyez, celui qui est confronté véritablement à sa fin de vie ou à des situations extrêmes n'est pas le même que celui qui, il y a 1 an, 2 ans, 5 ans, se disait qu'il choisirait l'option de l'euthanasie. Oui. Donc, ça veut dire que la complaisance médiatique relaie la complaisance de l'opinion publique et relaie, si vous voulez, la simplification du problème et relaie la méfiance qui est celle de nos concitoyens à l'égard de la médecine, de tout ce qui, d'une façon ou d'une autre, laisse à penser que la mort est toujours un échec, et toujours un échec dû au médecin. Oui. Donc, la non-acceptation de la mort comme quelque chose de naturel, comme un processus qui nous vient d'ailleurs, voilà, comme la naissance vient d'ailleurs, comme la mort vient d'ailleurs, comme quelque chose qui nous tombe dessus, hein. Ce refus-là conduit en cascade à effectivement considérer qu'il faut être maître de la décision, maître de son choix, maître du moment, maître de cette ultime liberté, entre guillemets, que l'on pourrait se donner. Certaines personnes qui souffrent psychiquement invoquent la liberté de pouvoir être euthanasiées. Pourquoi cela vous choque? Alors, il y a deux choses. La première, c'est que, comme vous l'avez noté, la proposition Falorni, donc, qui a été adoptée avec une légèreté et un succès très important à l'Assemblée nationale, offrait déjà cette possibilité. Donc, si vous voulez, à l'origine, l'euthanasie avait été proposée en Belgique, pour ne parler que de la Belgique, il y a plus de 15 ans,
uniquement dans des situations extrêmes, ce qu'on appelle l'exception euthanasique. Que quand il n'y a plus rien à faire, que quand on est en fin de vie, que quand les souffrances sont insupportables, que quand, voilà. Donc les limitations étaient extrêmement fortes. Et puis, depuis 15 ans, 16 ans, 17 ans, en Belgique, on a étendu les ayants droit. Voilà. On a considéré que, non, la fin de vie c'est bien, mais qu'on peut considérer aussi que quand on n'est pas en fin de vie, on peut considérer aussi que quand on n'est pas simplement dans des souffrances physiques, mais aussi dans des souffrances psychiques. Bon. Et à ce moment-là, il me semble que cette extension à l'infini du droit à l'euthanasie devient quelque chose de complètement incontrôlable. C'est la stratégie des petits pas, là encore. Stratégie des petits pas, stratégie des concessions de plus en plus importantes, stratégie de l'extension à l'infini, stratégie de l'exception qui devient la règle, stratégie de la règle qui finit par s'imposer, stratégie de la règle qui s'impose et qui finit par devenir quelque chose qui rentre dans la catégorie du soin, et rentrant dans la catégorie du soin, vient s'imposer d'une façon ou d'une autre aux individus, comme quelque chose qui est un soin parmi d'autres, et donc peut-être le meilleur des soins, considérant que peut-être qu'on n'est effectivement pas aussi utile, pas aussi utile que ce qu'on croyait. Damien Leguet, le parti euthanasique, vous l'expliquez parfaitement, présente son idéologie comme un projet de liberté, un plus, une option supplémentaire pour faire disparaître ses angoisses et mourir dans la dignité. C'est un mot que l'on retrouve partout. Qu'est-ce que cela vous évoque, tout ça? Il y a deux choses. La première, c'est que la dignité, si vous voulez, quand l'ADMD, pour ne pas la citer, s'empare de ce mot de dignité, elle laisse à contrario penser que ceux qui ne choisissent pas l'euthanasie sont indignes. Que tous ceux de nos concitoyens qui souffrent pour avoir une maladie dégénérative ou une maladie grave ou une maladie de longue durée ou une maladie qui les met en infirmité, que ceux-là sont indignes. Alors, déjà, la première chose, c'est que la dignité, ce n'est pas quelque chose que l'on donne comme un label à ceux qui choisiraient l'euthanasie, considérant que les autres ne l'ont pas. C'est bien quelque chose de large que la société doit donner à tout le monde, quel qu'il soit, et quel que soit le handicap ou la maladie ou le trouble qu'il peut avoir, d'une part. Deuxièmement, la question de la liberté. Oui, c'est une vraie question de liberté. Est-ce qu'on peut considérer la mort comme une liberté? Alors, moi je dis qu'il y a deux choses qu'il faut distinguer, c'est le droit et la liberté. La liberté, c'est le suicide. La liberté, c'est quelque chose que l'on peut se donner à soi-même, mais qui n'est pas de l'ordre du droit. Le suicide n'est pas un droit, c'est une liberté. Le droit, comme ce serait le cas si jamais l'euthanasie venait à devenir un droit, le droit, il est non seulement une option particulière qui pourrait s'appliquer à tel ou tel cas, mais il est aussi, et c'est ça le plus grave, il est aussi quelque chose qui vient faire pression sur tous les autres. Vous voyez, c'est une option qui vient perturber tout le mikado de la fin de vie, des soins palliatifs, de l'accompagnement, comme quelque chose qui est à égalité, vous voyez, du même ordre que le soin, l'attention, la médecine. Vous voyez, ça rentre dans le cadre du soin, ça rentre dans le cadre de la médecine. Donc cette liberté-là, l'euthanasie, serait instaurée comme étant de même niveau, de même qualité, de même importance pour les médecins, pour la société, que tous les autres. Et pire, cette liberté-là, on s'en rend bien compte, et c'est présent dans mon livre, c'est quelque chose qui effectivement est extrêmement difficile à mettre en œuvre pour deux raisons. La première, c'est que la liberté en démocratie, je dis démocratie au sens de Tocqueville, c'est-à-dire quand on est effectivement, quand on est sans référent extérieur, sans Dieu, sans morale aristocratique, à ce moment-là, nous dit Tocqueville, cette liberté que l'on se donne est fonction de l'opinion générale. Elle est fonction de ce que pensent les uns les autres.
Et donc la tendance naturelle, nous dit Tocqueville, est d'aligner sa liberté sur l'opinion commune des uns et des autres. Donc si l'opinion commune des uns et des autres finit par vous dire, comme dans ce film magnifique et affreux, La balade de Narayama, film japonais d'il y a quelques années, que au-delà d'un certain âge, ou au-delà d'un certain nombre d'handicaps, ou au-delà d'une certaine situation, vous êtes inutile, vous êtes une bouche inutile, vous êtes en trop, vous coûtez trop cher, bien, à ce moment-là, vous intériorisez vous-même l'idée que effectivement vous êtes de trop, mais que cette liberté-là, personne ne va vous imposer quelque chose, mais c'est vous-même qui allez vous imposer à vous-même cette solution que vous croyez être une liberté et qui est en réalité une contrainte. C'est un petit peu ce que vous appelez l'euthanasie économique. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce thème? Ben, si vous voulez, il y a deux euthanasies pour le faire vite. La première, c'est celle qui nous est vantée aujourd'hui et que l'on entend, hein, qui est l'idée de se donner la mort librement, comme un choix libre. Bon, on entend cela, vous voyez, on comprend cela, on comprend pourquoi est-ce que certains peuvent aller jusque-là. Bon. Derrière, on voit bien qu'il y a un autre problème, qui est le coût. Le coût de l'hôpital, le coût des personnes âgées. Il y a quelques années, un ministre japonais avait dit, ce qui n'est pas forcément faux, que 50% des dépenses de soins s'opèrent ou sont dépensées dans les 6 derniers mois de la vie. Bon. Donc, la question qui se pose, si vous voulez, c'est est-ce que derrière cet enjeu de liberté tel que proposé par le parti euthanasique, il n'y a pas la question économique du coût. Et donc, ma question, si vous voulez, que je pose, qui est philosophique ou qui anticipe un tout petit peu ce qui pourrait se passer, si jamais l'euthanasie venait à être légalisée, qui va décider? Qui va décider? Alors au début, aujourd'hui, on voit bien que c'est censé être le malade lui-même, le malade qui aurait donné ou qui a donné, on va revenir à cette question-là, des directives anticipées qui voulaient ceci ou cela. Très bien. Demain, on voit bien que une autre pression ou un autre centre de décision va intervenir et intervient de plus en plus aujourd'hui autour du lit du malade, c'est la famille. La famille qui trouve que ça suffit, que ça a assez duré, qu'il souffre trop, sans être à la place de celui qui souffre. Et puis, on voit bien que derrière, quels sont les enjeux globaux de notre société? C'est bien la convergence, si vous voulez, des datas, c'est bien l'intelligence artificielle, c'est bien quelque chose qui va prendre possession de nos centres de décision et qui va à un moment donné nous imposer des décisions qui ne seront pas les nôtres. Et donc, moi, ce que je dis, c'est que dans quelques années, quand on aura aujourd'hui donné l'autorisation de l'euthanasie au nom supposé de la liberté, on enclenche un mécanisme qui, dans quelques années, fera que, comme dans 2001, l'Odyssée de l'espace, si vous vous souvenez du film, HAL, la machine, hein, va dire à un moment donné, écoute mon bonhomme, c'est bien, mais tu ne sers à rien, tu es inutile, tu es moins intelligent que moi, tu complotes contre moi, je n'ai plus besoin de toi. Vous voyez? Donc l'intelligence artificielle, qui est d'une intelligence artificielle mais sans émotion, va finir par considérer que, eh ben, au-delà de quoi, 85 ans, ça ne sert à rien. L'espérance de vie, le coût, etc., fait que ça ne sert à rien de continuer. Au-delà de 80 ans, ça ne sert à rien parce que au-delà de une chimio, ça ne sert à rien. Voilà. Donc vous voyez, la rationalisation de la décision va finir par s'imposer comme étant ce centre de décision qui va décider de la fin de vie de nos concitoyens. C'est la logique, c'est la même logique que le crédit social à la chinoise. En fonction d'une note sociale, vous serez ou non maintenu en vie. Alors, note sociale ou coût marginal par rapport à la société. Vous voyez? Donc, par rapport à la société, quand on va considérer que telle personne a déjà coûté beaucoup, qu'elle rapporte peu et elle coûte déjà beaucoup, que la prise en charge de ceci ou de cela, des 6 derniers prochains mois,
va être extrêmement onéreux et coûteux pour tout le monde, alors que le bénéfice pour elle et ou pour la société va être extrêmement faible, eh bien, le report de la décision se fera objectivement, sur des critères dits objectifs, pour considérer que cette personne n'a plus de raison d'être. Donc, la question de l'euthanasie, elle est bien derrière, me semble-t-il, c'est ce que j'essaie de montrer dans le livre, elle est bien du côté de la faiblesse de la décision en démocratie, hein, qui fait que nous ne sommes pas en démocratie, nous, Tocqueville, assez autonomes, assez armés moralement pour nous donner à nous-mêmes des critères qui pourraient s'imposer contre la vie générale. Donc la tendance naturelle, nous dit Tocqueville, c'est de se mouler dans le consensus de tous, dans l'opinion générale, dans l'accord des uns et des autres, dans, vous voyez, cette décision flottante qui est là. Voilà. Et donc, forcément, quand la décision échappe à l'individu, elle échoue à la décision médicale, et quand la décision médicale va s'échapper elle-même au profit d'une décision qui sera remise à l'intelligence artificielle, c'est la machine qui va décider si Simone voilà, a une certaine chose, donc maintenant, on peut s'en passer. Damien Leguet, avant d'en arriver à l'émergence d'une intelligence artificielle qui contrôlerait tout cela, comment ça se passe en Belgique, par exemple, où l'euthanasie est légale, quand un médecin doit euthanasier quelqu'un? Est-ce qu'il renonce au serment d'Hippocrate qui, je cite, dit « Je ne provoquerai jamais la mort délibérément ». Alors, dans mon livre, quand l'euthanasie sera là, moi ça fait quand même 15 ans, si vous voulez, que je traîne là-dedans, que je vois ce qu'il en est, que je lis, que je travaille, que je suis sur le terrain avec ceux qui sont sur le terrain. Dans ce livre-là, si vous voulez, qui est un pamphlet, je m'en prends expressément comme étant, me semble-t-il, presque une forme de mensonge d'État aux informations qui nous parviennent de la Belgique. Pourquoi ? La Belgique, nous dit le professeur Sicard lui-même, grand spécialiste de toutes ces questions-là et grand médecin, il nous dit lui-même, comme beaucoup d'autres, mais lui-même, que 50% des euthanasies ne sont pas déclarées. 50% des euthanasies ne sont pas déclarées. Que dans bien des cas, le consentement, 30%, 40%, le consentement, vous voyez, le consentement explicite de la personne n'est pas parfait, pas idéal, pas complètement acquis. Voilà. Donc on assassine des gens, quoi. Alors, bon, on peut dire ça comme ça si vous voulez, mais on peut juste dire qu'on pousse un tout petit peu la logique trop loin, et que donc l'instance de contrôle en Belgique, cette instance-là est elle-même contrôlée par des membres de l'ADMD belge qui sont donc favorables, ce qui est normal, c'est leur métier, d'être favorables à l'euthanasie. Et donc, plutôt que d'avoir une autorité politique susceptible de contrôler si on va au-delà de la loi, si on ne respecte pas la loi, s'il y a des cas qui supposeraient qu'on puisse, d'une façon ou d'une autre, sanctionner les individus. Eh bien, depuis 15 ans, le pouvoir politique, d'où la dénonciation dans mon livre du mensonge d'État, le pouvoir politique, tous les premiers ministres n'ont rien fait pour faire en sorte seulement de faire respecter la loi, seulement de contrôler ce qui a été fait, seulement d'exercer le contrôle politique normal pour protéger les individus et protéger ces individus faibles contre les excès de ce recours à l'euthanasie. Donc ce que je dis, c'est que l'exemple belge est bien là pour, non pas, contrairement à ce qu'on nous dit aujourd'hui pour l'euthanasie, d'empêcher une hypocrisie, mais de la déplacer, d'en créer d'autres, de créer d'autres injustices. Donc, la question du serment d'Hippocrate, elle est un tout petit peu différente, me semble-t-il. Alors, effectivement, forcément, le serment d'Hippocrate nous dit qu'il ne faut pas donner la mort. Bon, après, est-ce que donner la mort, comme c'est le cas d'euthanasie, est-ce que la plus grande faute de l'euthanasie, c'est d'aller contre le serment d'Hippocrate, ou, me semble-t-il, d'aller même contre la faiblesse des individus eux-mêmes. Ouais, ouais.
On a encore quelques minutes. En une minute, Damien Leguet, est-ce que vous pouvez nous exposer un petit peu les solutions que vous apporteriez à ces personnes qui réclament l'euthanasie pour eux-mêmes? Si vous voulez, la première des injustices qu'il faut rappeler à tous les hommes politiques qui sont là en train de pleurer toutes les larmes de crocodile qu'ils ont, quand il y a des cas ici ou là. La première des injustices, c'est l'injustice face à la mort. Nous savons depuis des années, rapport après rapport, qu'il y a 150 000 personnes en France par an qui meurent en ayant demandé des soins palliatifs et en n'ayant pas la possibilité d'en avoir. Soit parce qu'ils sont dans des régions de France un peu éloignées, soit parce qu'ils n'ont pas pu avoir l'accès qu'il fallait à ces centres-là, soit parce qu'ils étaient encombrés. Voilà. Donc les moyens que l'on ne donne pas pour les soins palliatifs, les développements que l'on ne fait pas pour les soins palliatifs, c'est autant de pas béni, si je peux me permettre l'expression, pour l'euthanasie. Donc la première des choses, c'est la prise en charge. C'est ce que demandent les Français. L'accompagnement, la fin de l'acharnement thérapeutique, le soulagement de la souffrance et des soins palliatifs de qualité. Tout cela, c'est des soins palliatifs de qualité. Si on mettait le paquet là-dessus, eh bien forcément, la question de l'euthanasie se poserait différemment. Quand l'euthanasie sera là, c'est le titre de votre ouvrage, Damien Leguet, que nos téléspectateurs pourront se procurer sur notre boutique, la boutique officielle de TV Liberté. Merci à vous. Merci à vous de m'avoir interrogé.